Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va super aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne maintenant qu'elle a complètement changé de thème. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le livre d'Antigone de Jean Anouilh. Je vais commencer par la partie qui explique ce que c'est globalement pour ceux qui ne connaissent pas. Le contexte avant le livre pour que vous puissiez mieux comprendre l'histoire si vous souhaitez le lire. Et un résumé quand même un peu approfondi mais assez vague parce que le but c'est quand même de le lire, donc voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Pour la petite précision, je tiens à m'excuser pour les taches d'eau que j'ai sur mon pull, mais c'est parce que j'avais les cheveux mouillés, enfin bref. Donc qu'est-ce qu'est Antigone? Alors Antigone, c'est tout simplement le titre d'une pièce de théâtre qui a d'abord été présentée par Sophocle, qui est un auteur antique grec, puis elle a été reprise en 1944 par Jean Anouilh, qui lui s'est basé sur deux œuvres, Oedipe Roi et Antigone, la version de Sophocle. Il l'a complètement réécrite pour la moderniser. Mettons d'abord en place le contexte d'Antigone. Donc pour parler de ce contexte, on va d'abord traiter le cas d'Oedipe. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc Oedipe, c'est une personne qui était victime d'une sorte de malédiction du destin qui allait l'obliger à commettre deux crimes. Le premier crime était qu'il allait devoir être obligé de tuer son père, et le deuxième était qu'il allait épouser sa mère. Donc Oedipe est d'abord né, vous pouvez le retrouver dans la Grèce antique, le royaume de Thèbes, qui avait comme roi le roi Laios et comme reine la reine Jocaste. Mais pour éviter cette tragédie, il a dû grandir dans un autre royaume, toujours dans la Grèce antique de l'époque, le royaume de Corinthe, avec comme roi le roi Polype et comme reine la reine Méropée. Mais comme on dit, on n'échappe jamais réellement à son destin, donc je vais vous expliquer comment son destin l'a finalement rattrapé. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une créature qui terrorisait tout le royaume de Thèbes, toute la ville autour, etc. Et donc Oedipe s'était rendu pour aller résoudre ce qu'on appelait l'énigme du Sphinx. Et sur la route, il a croisé des brigands. Parmi ces brigands, il les a tous tués parce qu'il y a eu une sorte d'altercation. Et donc parmi ces brigands, il y avait son père. C'est comme ça qu'il a commis le premier crime de son destin. Mais ce n'est pas tout, parce que comme il a réussi par la suite à résoudre l'énigme du Sphinx, ça lui a permis d'être roi de Thèbes. Donc comme il n'y avait plus le roi Laios qu'il venait de tuer, et il a pu se fiancer avec la reine Jocaste. Comme vous l'avez compris, c'était aussi sa mère. Donc il a finalement il a commis les deux crimes de son destin. Ce qui a formé la famille qu'on appelle la famille des Labdacides, donc avec Oedipe et Jocaste fiancés. Ensemble ils ont eu 4 enfants, Polynice et Éthéocle qui sont les deux garçons, Ismène et Antigone les deux filles, avec Antigone qui est donc la plus jeune de la famille. D'un autre côté, Créon, vous verrez que c'est l'oncle d'Antigone, et donc des 4 enfants, qui est fiancé à Eurydice, et ensemble ils ont eu un seul enfant qui se nomme Aimon. Cependant, lorsque Oedipe va apprendre qu'il a commis finalement ces deux crimes, il va décider de s'aveugler, puis s'exiler. Oedipe n'étant plus présent, il a bien fallu que quelqu'un prenne la relève et devienne roi à sa place. Donc, qui devient roi tout simplement? Au début, il s'agissait de ses deux fils, Polynice et Éthéocle, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui allait devenir roi, qui allait prendre la relève. Ils ont donc d'abord, dans un premier temps, régné en alternance. Mais quand ce fut au tour de Polynice de régner, Éthéocle a complètement refusé de lui laisser le pouvoir. Et Polynice, pour se venger, entre guillemets, a monté toute une armée contre Éthéocle en s'alliant à d'autres cités. C'est donc Créon, l'oncle, qui est devenu roi. Cependant, Créon trouvait que c'était une sorte de crime que Polynice a levé une armée contre son frère. Il était vu un petit peu comme le voyou de la famille, la mauvaise personne, alors que Éthéocle, lui, a donc eu des hommages totalement normaux, mais assez beau pour son enterrement, un bel hommage en tout cas. Et Polynice, au contraire, on lui a laissé son corps en sépulture. Vous verrez que c'est un passage très important du contexte qu'il fallait préciser pour comprendre Antigone. Et donc passer au résumé même d'Antigone. Alors si vous lisez la pièce d'Antigone, la première personne qui agit sur scène, c'est le prologue. Le prologue est très important, ça rend la chose inhabituelle, c'est un narrateur inhabituel, car tout simplement c'est un narrateur omniscient. Il vient sur scène,
Et d'abord, il explique le début de l'histoire, donc ça peut être assez classique dans les pièces de théâtre. Il énumère les personnages, notamment Ismène et Antigone, et c'est là qu'on voit un certain contraste entre les deux personnages, avec Antigone qui est plutôt une personne noiraude, maigre, renfermée, alors que Ismène est belle, blonde, joyeuse, heureuse. Enfin, on voit directement un certain contraste. Mais ce que fait le prologue aussi, c'est qu'il annonce le destin de chaque personnage. Il annonce qui va mourir ou non dans la pièce. Donc le suspense ne se trouve absolument pas sur ce point, mais plutôt sur la façon dont ces personnages vont mourir, les raisons, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Antigone, il n'y a pas vraiment d'actes, de scènes. Mais on peut quand même y distinguer 3 parties. C'est un petit peu analytique ce que je vous fais là, mais ça peut être important pour comprendre l'histoire mieux. Donc la première partie, c'est tout simplement l'histoire d'Antigone par rapport au fait qu'elle veut enterrer son frère. Parce que comme je vous l'ai dit avant, le corps de Polynice a été laissé en sépulture. Et Antigone trouve ça complètement injuste, c'est complètement immoral pour elle. La deuxième partie, c'est plutôt un débat entre Antigone et Créon, son oncle. Et la troisième partie, c'est tout simplement l'annonce des morts. Je vous en parlerai un peu plus dans la partie analytique, mais pour des raisons de bienséance qui respectent les points d'une pièce de théâtre traditionnelle, on ne montre pas comment les personnages meurent. Ce n'est pas montré sur scène, c'est simplement dit. Dans un premier temps, dans la première partie, c'est le début. Antigone rentre vers 4h du matin, les pieds nus, le lit froid, etc. Et elle a une sorte de confrontation avec sa nourrice parce que Antigone est encore jeune. Elle a encore une nourrice. Vous allez voir dans ma partie analytique que l'enfance est un thème très important de cette pièce de théâtre. Enfin bref, pour l'instant c'est pas le sujet. Donc sa nourrice, elle pense qu'Antigone a trompé son fiancé, qui est Aimon, et elle a aussi un peu honte de l'éducation qu'elle a donnée à Antigone parce qu'elle pense qu'Antigone lui ment. Sauf que Antigone, vous l'avez peut-être compris, elle n'est pas allée tromper son fiancé, mais plutôt elle est allée enterrer son frère. Je ne sais pas lequel est le plus grave des deux. Ensuite, toujours dans la première partie, la nourrice sort de scène et c'est Ismène, la sœur d'Antigone, qui rentre en scène. Elles ont un long débat sur justement le sujet du fait est-ce qu'il faut enterrer Polynice ou non. Antigone, elle est sûre de vouloir le faire. Elle est complètement têtue. Elle ne peut pas voir les choses autrement. Elle est sur sa vision, sur sa pensée, sur ses idées. Pour elle, c'est complètement immoral si elle n'enterre pas son frère. Elle préfère mourir, tout simplement. Elle est prête à mourir pour enterrer son frère. Alors que Ismène, elle a peur des conséquences. Elle pense qu'il faut suivre les règles. On voit aussi un certain contraste à ce moment-là. On peut aussi voir que dans ce débat-là, c'est la première étape vers la mort d'Antigone. C'est sa première étape. Ensuite, c'est Aimon qui rentre sur scène. Bon, Ismène sort de scène et Aimon rentre sur scène. À ce moment-là, on assiste à la scène où Antigone explique à Aimon qu'elle ne pourra jamais se marier avec lui. C'est une sorte de rupture, elle lui parle sur un ton à l'impératif. C'est des ordres qu'elle lui donne. Elle lui ordonne carrément de sortir de scène, tout simplement. Elle parle aussi avec un discours assez implicite. On doit comprendre ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut lui dire. D'ailleurs, dans cette première partie, on peut aussi mettre qu'ensuite elle va à nouveau parler avec sa sœur Ismène et à ce moment-là, elle va lui annoncer qu'en fait elle l'a déjà fait, qu'elle a déjà enterré son frère et que de toute façon c'est trop tard de lui dire de ne pas le faire. À la seconde partie, où là, Créon va plus être mise en scène tout de même. Donc Créon va d'abord apprendre que le corps a été recouvert de terre. Et il va aussi apprendre que c'est Antigone qui l'a fait. Le chœur va aussi rentrer en scène à un moment ou un autre pour dire que la tragédie a bien lieu, que là c'est vraiment le moment où on peut voir la tragédie se mettre en place et que Antigone va donc bel et bien mourir. Antigone va aussi être surprise cette fois-ci en plein jour, en train de réenterrer son frère. Donc elle compte bien mourir, Antigone, hein. C'est une personne très têtue elle compte bien mourir, hein. C'est tout simplement, c'est la phrase qui colle bien. Donc ensuite il va y avoir le grand débat entre Créon et Antigone. Donc comme je vous l'ai dit avant, c'est vraiment le cœur de la seconde partie. C'est un passage très important de la pièce. D'ailleurs, je vais vous le mettre en barre d'infos, mais je vous invite à aller voir la pièce qui a été jouée par des comédiens
où on voit bien ce débat. C'est très intéressant. Enfin bref. Donc durant ce débat, Créon va essayer de convaincre Antigone de ne pas mourir, de laisser tomber l'affaire, que ça ne sert à rien tout simplement. Il va la prendre par les sentiments, il va lui expliquer un peu plus agressivement, etc. Mais comme je vous l'ai dit, Antigone est toujours très têtue, elle a une vision un petit peu idéale. Pour elle, ce sont des choses complètement immorales. De ne pas pouvoir enterrer son frère, c'est immoral et elle ne peut pas rester vivante en sachant qu'elle ne l'a pas fait. Et elle va aussi apprendre à ce moment-là une phrase qui va la bouleverser. Créon va tout simplement lui dire que Polynice et Étéocle ont essayé de tuer leur père pour prendre le trône, en fait, tout simplement. Et Antigone n'était absolument pas au courant, et c'est à ce moment-là qu'elle apprend que ses frères, l'un comme l'autre, ne sont pas forcément des personnes très saintes non plus. Donc elle va quand même être touchée. Comme Antigone n'a pas voulu changer d'avis, on sait qu'elle va devoir mourir. Il y a d'ailleurs Ismène qui va rentrer en scène et qui, elle, veut mourir avec Antigone. Elle veut mourir avec sa sœur. Bien évidemment, Antigone va totalement refuser. Elle est totalement... c'est totalement une réponse négative qu'elle lui donne. Et Aimon ne veut pas qu'Antigone meure. Enfin, c'est très compliqué, l'histoire familiale. Mais on va quand même passer à la partie 3. Donc on pourrait donner comme titre Antigone et le garde. En tout cas pour la première sous-partie de la partie 3. Donc dans cette partie 3, Antigone va écrire une lettre pour Aimon. Enfin, ce n'est pas elle qui va l'écrire, c'est un garde qui lui n'est intéressé que par l'argent. Elle va essayer de lui poser des questions plutôt sur sa vie personnelle, etc. Mais lui est complètement intéressé par l'argent. Et il va d'ailleurs d'abord refuser de lui écrire sa lettre. Mais comme Antigone va lui donner une bague en or, il va accepter. C'est d'ailleurs une sorte de contraste qui peut créer... On va dire dans la deuxième sous-partie de la partie 3, il y a donc l'annonce des morts. C'est le car et le messager qui vont entrer sur scène pour annoncer les morts. Donc comme je vous l'ai dit avant, pour une raison de bienséance, on ne voit pas les morts sur la pièce, c'est simplement annoncé, c'est moins douloureux pour le spectateur. On apprend également aussi comment chaque personnage est mort. Ça a été pour chaque personnage un suicide. Donc le premier, c'est Antigone qui s'est pendue par les fils de sa ceinture. Aimon qui s'est planté son épée dans le ventre car tout simplement c'était trop douloureux pour lui de savoir que sa fiancée allait mourir. Et Eurydice qui est donc la fiancée de Créon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais elle ne fait pas vraiment grand chose dans la pièce. Elle a tricoté pendant toute la pièce jusqu'à que vienne son tour de mourir, on va dire ça comme ça. Et elle s'est égorgée dans sa chambre. Dans la troisième sous-partie de la troisième partie, c'est Créon qui nous donne une petite leçon de morale, on va dire. Il observe en fait tout simplement que la vie est faite de sale besogne. Ce sont les mots qu'il prononce. D'ailleurs, si vous voulez aller voir dans le livre, je vous mettrai la référence ici. Et il semble complètement désespéré, vide, etc. J'ai donc désormais fini pour tout ce que je voulais vous dire sur la pièce Antigone dans cette vidéo. En tout cas, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous faire tout ce qui est la partie de l'analyse de cette pièce de théâtre qui est vachement intéressante, donc je vous invite à aller la voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le livre, ça me ferait super plaisir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait aussi plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Voilà, bisous!